Si je te donne un pot de miel, tu as mangé pour un jour. Si je t'apprends convenablement l'apiculture, tu auras mangé pour toujours. Salut les amoureux des abeilles, c'est moi Flo. Du coup, là je suis en train de lire un petit bouquin super intéressant. C'est l'essentiel à connaître en apiculture. C'est l'association Acacia qui se situe à Belle-Île-en-Mer qui l'a écrit. Daniel, il s'appelle Jean-Daniel. C'est un mec super sympa en plus. Du coup, c'est un livre honnêtement qui est très riche. En plus, je ne vais pas non plus le lire devant vous parce que ça prendrait trop de temps. Du coup, c'est un tuto qui va se décliner en plusieurs catégories. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une abeille? Les 3 races principales qu'on trouve en Bretagne. La colonie se décline en plusieurs individus. Et le cycle journalier de l'abeille et le rythme de la colonie annuelle. Quelque chose qui est très important et ne jamais à négliger. D'abord, qu'est-ce qu'une abeille? Avant d'avoir un animal chez soi, il faut quand même se renseigner. Qu'est-ce que c'est l'abeille? Qu'est-ce que c'est ses attentes? Qu'est-ce que c'est aussi nos attentes par rapport aux races? L'abeille, elle fait partie du règne animal. Embranchement arthropode. La classe, c'est insecte. Aussi simple que ça. Le genre, c'est Api. Api mellifica, rustica pour l'abeille noire, endémique à la Bretagne. D'abord les races. L'abeille noire, endémique à la Bretagne, qui est très résistante aux maladies, du fait qu'elle est déjà implantée localement, par rapport aussi tout ce qui est l'hydrométrie, l'humidité, elle est très résistante là-dessus. L'essaimage, qui est très correct, facilement contrôlable, il n'y a pas de problème là-dessus. Production, qui est de très très bonne qualité, honnêtement, du fait qu'elle est endémique à la Bretagne, par rapport à sa taille, elle peut aller au fond de la fleur, chercher le nectar qui est vraiment au fond, soit qui est très riche en enzymes et en goût. Après, il y a la Buckfast qui vient d'Angleterre, qui vient de plus en plus par chez nous. Certes, honnêtement, c'est une abeille niveau résistante assez moyenne aux maladies, du fait que par rapport à l'humidité, par rapport qu'elle n'est pas non plus dans son environnement d'origine. L'essaimage, qui a fortement à contrôler, car elle essaime très populeusement et très nombreux au cours d'une saison. Une production qui est très très importante en quantité, mais la qualité ne suit pas. Du fait de sa taille, elle ne peut pas aller au fond de la fleur. Elle ne peut pas avoir le nectar du fond, celui qui est très riche en goût. Par contre, il y a un compromis. C'est la Carnica d'Italie. Elle a fait vraiment le patio entre les deux. Malgré une résistance aux maladies qui est assez faible, honnêtement, elle n'est pas adaptée du tout à l'humidité. Tout ce qui est essaimage, facilement contrôlable, là-dessus il n'y a pas de problème, comme l'abeille noire. Tout ce qui est productivité, la productivité est entre la qualité et la quantité. Sa taille est légèrement supérieure à l'abeille noire, elle ne peut pas non plus, elle est au fond, mais elle a non plus une productivité assez faible par rapport à la Buckfast. Mais par contre, elle fait bien le lien entre les deux races, honnêtement, malgré qu'elle n'est pas endémique. La colonie se décline en plusieurs individus. Tout d'abord, la reine, les ouvrières, les mâles. C'est aussi simple que ça, il en faut 3. 3 catégories. La première catégorie, c'est la reine, qui a une durée de vie de 2 à 3 ans actif, en ponte, journalière et quotidienne, qui peut aller jusqu'à 5 ans en déclinant progressivement. Il faut savoir que la reine peut pondre jusqu'à 3500 œufs jour, suivant après les races. Après, c'est vraiment beaucoup de gens disent que la reine a vraiment le boulot au top. Et je vous rassure, c'est vraiment du boulot. Parce qu'une fois que ses phéromones diminuent, elle a un peu l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Elle peut vite fait être remplacée par les ouvrières. Les ouvrières, ils n'attendent pas le top go si les phéromones diminuent. Ils créent d'eux-mêmes automatiquement une cellule royale, voire plusieurs cellules royales. Une fois que la reine se sent à l'aise pour pouvoir partir, la vieille, soit elle part ou soit reste mourir dans la ruche. Mais il est bien entendu que c'est une ruche viable contient une seule reine. Après, il y a les ouvrières, qui sont un point important de la ruche. Les ouvrières, honnêtement, se déclinent en 5 corps de métier. Les nettoyeuses, au début, quand ils viennent de naître, ils sont là pour nettoyer les alvéoles, nettoyer la ruche. S'il y a des individus qui sont là, qui sont morts, ils n'ont pas à être là, ils sont gentiment poussés dehors. Aussi pour les cadavres des abeilles qui sont mortes, ils les prennent, ils les mettent dehors. Après, il y a les nourrices. Les nourrices font aussi le pain des abeilles, qui consiste à nourrir le couvain, une partie des abeilles jeunes, et aussi à chouchouter la reine en gelée royale. Par la suite, il y a les ouvrières. Les ouvrières, c'est les grosses butineuses, les grosses baraques, qui sont là pour tout ce qui est produit de la ruche, l'assimiler, le nectar, le pollen, la propolis. Vous allez me dire, mais le pollen, qu'est-ce qu'ils font avec? Tout simplement, ils le stockent, et dès qu'ils ont besoin, ils font le pain des abeilles
pour les nourrices. Après, il y a les gardiennes. Les gardiennes sont là un rôle très important. Ça peut aller jusqu'à un quart de la colonie qui sont gardiennes. Toutes les abeilles peuvent être gardiennes. Ils ont toutes un dard. S'il y a vraiment une très forte menace, toutes les abeilles peuvent piquer. Et les gardiennes sont là jusqu'à un quart de la colonie pour défendre. Après que le cycle de la gardienne est fini, il se finit tout simplement par les butineuses. Les butineuses, si vous voulez, elles sont là entre guillemets pour ramener dans la nature, aller auprès des fleurs, auprès aussi de l'eau, pour chercher de l'eau pour la ramener à la ruche. C'est un oubli, c'est un facteur très important aussi, avant l'implantation d'une ruche, là où il y a de l'eau à proximité. Les butineuses, après, c'est pas rare d'en voir dans la nature qui meurent de vieillesse, car ça, c'est le dernier cycle de leur vie. Le cycle de leur vie final, comme nous, tout simplement. Après, il y a les mâles. Eux, c'est un peu cool pépère. Eux, ils naissent en début de saison, quand les températures sont adéquates. Il faut savoir qu'il y a souvent des ratés de fécondation dus aux mâles, parce que les mâles sont assez frileux. Les reines, une fois qu'ils naissent de leur cellule royale, ils attendent quelques heures, elles peuvent aller se faire féconder. Que les mâles, eux, il faut automatiquement attendre un minimum de 20 degrés de température. C'est pour ça que des fois, au cycle des saisons, on peut avoir des ratés de fécondation. Surtout les mâles, ils sont acceptés par toutes les ruches. N'importe quelle ruche, n'importe quelle race, les mâles se font accepter aussi simple que ça. Hormis à la fin de septembre, début octobre, là où il n'y a plus de raison d'avoir des mâles dans la colonie pour fécondation de reines. Là, ils sont gentiment poussés dehors. Ils terminent leur vie à l'extérieur de la ruche, dans le froid. Après, il y a aussi le cycle journalier des abeilles. Les abeilles commencent toujours, si les températures sont adéquates, parce que la température est un rôle essentiel dans la ruche, très important. Vous verrez rarement une abeille sortir par 0 degré. Honnêtement, il ne faut pas mentir. Ils sortent généralement aux alentours de 10 degrés. Une fois qu'ils sortent, il faut savoir qu'il faut automatiquement le soleil. Même si vous ne le voyez pas, eux le voient même à travers les nuages. Une fois que le soleil, l'aurore est arrivée, c'est bon, ils peuvent largement sortir si les températures sont adéquates. Les premiers vols qu'ils font, tout simplement, c'est par un vol de propreté. Ils nettoient tout d'abord leur ruche tous les matins, c'est comme ça, dès qu'ils peuvent voler. Alors c'est par les larves qui sont mortes, les abeilles qui sont mortes durant la nuit aussi, et autres insectes qui peuvent entrer dans la ruche. Les déjections qui sont toutes nettoyées et virées dehors. C'est les petites taches jaunes qu'on voit des fois sur les voitures ou soit sur les baies vitrées. Et il y a aussi, tous les matins, ils sont à la recherche de l'eau. La rosée matinale, les flaques d'eau, les lacs, les rivières, ou soit même les abreuvoirs que certains apiculteurs mettent dans les ruchers. Pour cela aussi, je tiens à mettre aussi un point d'honneur là-dessus, sur les abreuvoirs que les apiculteurs mettent dans les ruchers. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, ils vont se noyer, on met des cailloux. » Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Tant que vous trouvez la solution pour éviter qu'ils se noient, je suis partant. Ça en fera peut-être un petit tuto là-dessus. Mais surtout, éloignez vos abreuvoirs des ruchers. Ne mettez pas ça à 2 mètres des ruchers. Ce n'est pas bien. La distance recommandée, c'est au minimum 20 mètres. Vous allez me dire, mais pourquoi 20 mètres? Ils font 20 mètres de plus, ça fait 40 mètres. Oui, peut-être. Mais au-delà de 20 mètres, il faut savoir qu'un abreuvoir attire aussi d'autres insectes, d'autres prédateurs. Les prédateurs, les oiseaux, les frelons asiatiques, les lézards aussi, ça attire. Il faut ça, votre abreuvoir, il faut le mettre aussi un tout petit peu en hauteur. L'idéal, c'est sur un ensemble de chaises en acier, pas non plus comme une chaise pour s'asseoir dessus, mais une chaise un peu en hauteur, c'est quelque chose en acier, avec 3 pics en acier qu'on peut mettre en hauteur. Ça, c'est l'idéal. Ça évite tout ce qui est un lézard ne peut pas attendre. Et comme ça, tout ce qui est aussi les insectes, il y a plein d'autres insectes aussi qui peuvent contaminer l'eau. Après, une fois qu'ils ont fait ces 2 premiers vols, ils vont automatiquement chercher les produits de la ruche. Le pollen, le nectar. Il faut savoir, il y a aussi la propolis. Le pollen, ça sert aussi, comme je disais tout à l'heure, ça sert pour le pain des abeilles. Le nectar, le miel. La propolis sert à désinfecter l'intérieur de la ruche. Ou soit à combler les trous, ça masque très bien. Du coup, voilà pour les cycles journaliers des abeilles. Le rythme de la colonie se décline en plusieurs parties. La croissance, la maturité et la décroissance. La croissance se situe au printemps. Vers mars environ, lorsque les fleurs mellifères, pollinifères arrivent, la belle saison, tout simplement. Là, les abeilles vont commencer à avoir un rythme de vie important. Les abeilles vont commencer à vivre à peu près vers un mois et demi. Peut-être un peu moins. Parce que là, ils donnent vraiment beaucoup d'énergie. La maturité de la colonie arrive
au solstice de l'été, mi-juin tout simplement. Là, les abeilles vivent au grand maximum 1 mois. Parce que là, le rythme est très soutenu. La décroissance arrive en automne, début octobre. Là, les abeilles vont commencer à vivre jusqu'à 4 mois, tout simplement pour pouvoir passer l'hiver. Ces facteurs-là sont très importants parce qu'ils suivent les saisons. C'est aussi simple que ça. Et comme moi, vous pouvez regarder, les saisons commencent à chambouler. Des fois, plusieurs saisons vont se varier dans la même semaine. Surtout au début mars. Des fois, au début mars, quand les belles fleurs vont arriver, on peut avoir de la grêle, du froid qui arrive, des gros orages. Pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de la nature. Début de saison, il ne faut pas hésiter à nourrir les abeilles, car il y a souvent des moments de disette. C'est pour ça que les situations qui se passent ici en Morbihan ne seront jamais les mêmes qui se situent au sud de la France. Comme je vous ai déjà rappelé, le mimosa, c'est une fleur par hasard que j'ai pris. Le mimosa, surtout, c'est systématique. Le mimosa a 1 mois et demi d'avance de floraison par rapport à nous ici, dans le Morbihan. Donc il faut vraiment adapter votre gestion de rucher par rapport aux conditions climatiques de votre région, de votre lieu, de votre rucher, de ce qu'il y a aux alentours, par rapport aux floraisons locales. Pour le nourrissement des abeilles durant les mois de disette, suivant votre lieu et endroit par rapport à la floraison qui se situe autour de votre rucher, moi après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai nourri avec du miel en surplus que j'ai dans mon entreprise. Avant je nourrissais avec de l'apifonda. Et j'ai remarqué que l'apifonda n'était pas tout ce qui est points minéraux, ça reste quand même que du sucre. Moi je préfère avoir un peu de miel de rame pour leur donner, aussi simple que ça. Je prends du miel et de l'eau, je mélange l'équivalent de 1/3. 2 tiers c'est du miel, 1/3 c'est de l'eau. Et aussi simple que ça. Après par la suite, vous pouvez nourrir au sirop. Un sirop de 50-50, 1 kg de sucre, 1 kg d'eau. Tout ça pour une demi-cuillère à café de vinaigre. Il faut ne pas jamais utiliser du vinaigre de framboise, car c'est du vinaigre entre guillemets qui favorisera la nosémose. La nosémose, tout simplement, c'est une maladie qui va favoriser les bactéries dans le tube digestif des abeilles et qui va juste tout simplement leur donner des diarrhées. Une petite diarrhée comme nous, des fois passagère qu'on peut avoir, c'est sans importance, mais la nosémose qui s'implante réellement dans une ruche peut avoir des conséquences dramatiques. La mort totale de la colonie, voire même d'autres infections qui peuvent venir par la suite, et aussi une fatigue très importante de la colonie. C'est aussi simple que ça. Pour ça les produits que vous allez insérer ou donner à vos abeilles, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment bien suivre certaines typologies de l'abeille, vraiment bien la connaître avant de faire des bêtises. C'est pour ça qu'on fait ces tutos-là, pour bien démarrer sur de bonnes bases. Pour savoir ce que c'est un tube digestif d'abeille, pourquoi est-ce qu'on donne ci, pourquoi est-ce qu'on donne ça. Ça sera dans d'autres tutos par la suite. Du coup, j'espère que vous aurez bien assimilé ces 4 critères qui correspondent à l'abeille. Avant de commencer à aller plus en profondeur, n'hésitez pas à aller sur l'association Acacia pour commander le livre. Il existe un livre qui décrit bien, honnêtement, les types, les lieux et les saisons, comment bien s'engager dans l'apiculture. Du coup, voilà. Je vous remercie à tous et passez un bon vent et canavo.